Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti ! Hommes, femmes, mode d'emploi, un métier qui, je l'espère et j'en suis persuadé, va vous passionner. Éducateur ou éducatrice spécialisée, plus particulièrement sur l'encadrement des enfants en situation de handicap, mon invité pour ce nouveau rendez-vous est Amélie Noël, que je salue. Bonjour Amélie. Bonjour Sébastien. Bienvenue sur la chaîne des métiers. La question première, elle est très simple. Qu'est-ce qu'un éducateur ou une éducatrice spécialisée ? Alors en fait, c'est un professionnel qui travaille alors le plus souvent en structure médico-sociale pour accompagner les enfants en situation de handicap. Moi personnellement, je suis plus avec des enfants avec autisme pour les aider du coup à développer vraiment toute leur potentialité. Donc que ce soit au niveau de l'autonomie, de la socialisation, du comportement, éventuellement aussi dans des voies professionnelles. On est vraiment là pour les accompagner tout au long de leur parcours d'enfants pour vraiment les amener au meilleur d'eux-mêmes. Alors puisqu'on parle d'amener, justement, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à devenir particulièrement donc, éducatrice spécialisée dans ce domaine et puis surtout faire un focus sur le parcours pour y arriver, Amélie ? Alors moi j'ai découvert ce métier à un forum des métiers en classe de 3e et j'ai été passionnée par cette éducatrice qui m'expliquait son travail et j'ai du coup par la suite voulu affiner un petit peu mon choix professionnel en réalisant des CDD dans ce secteur-là. Donc, j'ai travaillé auprès d'adultes, auprès d'enfants en situation de handicap. Je suis toujours restée dans le champ du handicap, mais voilà, j'ai vraiment essayé d'affiner un petit peu mon choix professionnel. Et puis, j'ai eu une opportunité au sein d'un IME pour entamer une formation en alternance en tant qu'aide médico-psychologique. On rappelle ce qu'est un IME ? Alors, c'est un institut médico-éducatif, donc c'est un établissement en souvent semi-internat qui accueille des enfants avec déficience intellectuelle, autisme. Il peut y avoir parfois d'autres troubles associés également. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé, alors entre guillemets, je vais dire le bas de l'échelle, c'est-à-dire le premier métier dans l'accompagnement qui est donc aide médico-psychologique. Alors aujourd'hui, ça a un autre nom, ça s'appelle AES, donc accompagnement éducatif et social, où là, on est vraiment dans l'accompagnement du quotidien de l'enfant ou de la personne. On va être sur les tâches quotidiennes, la toilette, la douche, les déplacements, le repas, etc. On est vraiment sur les tâches du quotidien. Donc moi, j'ai commencé comme ça et puis j'ai eu l'opportunité à la suite de cet apprentissage de rester dans cet établissement. Et puis, j'ai par la suite développé une envie d'évoluer. J'ai donc entamé une formation de moniteur éducateur où là, on est un peu plus dans l'animation des activités éducatives. Donc, c'était une étape supplémentaire que j'ai pu mettre en œuvre pendant plusieurs années. Et puis, encore une fois, envie d'évoluer, je me suis dit, tiens, je vais passer par le biais de la validation des acquis de l'expérience pour obtenir mon diplôme d'éducateur spécialisé, ou que j'ai obtenu en 2018, qui me permet aujourd'hui d'avoir vraiment ce statut et ce poste-là d'éducatrice spécialisée. Et ensuite, il y a eu la création d'une structure pour être indépendante. Tout à fait. Qui s'appelle Chrysalide d'ailleurs. Tout à fait, puisque je me suis rendu compte en plus de 20 ans d'expérience professionnelle, que beaucoup d'enfants étaient sur liste d'attente, restaient un petit peu sur le carreau, comme on dit, qui n'avaient pas de solution d'accompagnement, ou alors c'était pas adapté aux besoins des familles. Ce projet a cheminé jusqu'au jour où il a été créé, je me suis lancée, je me suis dit enfin je me lance. Et donc depuis, j'accompagne des enfants ou des adolescents, soit à domicile, soit en école en fonction des besoins. Alors justement, la question suivante, elle est intéressante dans ce domaine. À quoi ressemble une journée type ? Alors, soit dans une école, soit effectivement chez un particulier. Est-ce que l'emploi du temps est le même ? Non, alors honnêtement, il n'y a pas de journée type pour la simple et bonne raison que déjà, ça dépendra de l'enfant. Ça dépendra de son humeur, ça dépendra de ses envies. Parfois, on peut se mettre en tête de se dire on va travailler telle ou telle activité ou compétence particulière. Et puis finalement, on se rend compte que l'enfant, il n'est pas accessible pour ça. Donc,
on va préparer autre chose. Toujours est-il que pour un temps d'accompagnement, une séance éducative, en général, il y a beaucoup de temps de préparation en amont, déjà pour un peu cadrer la séance, prévoir un plan B en fonction de l'état de l'enfant sur la journée, et puis éventuellement créer des supports. Pour vous donner un exemple, pour la semaine prochaine, j'accompagne un enfant donc pour les déplacements extérieurs, ce qu'on appelle le code piéton. Et du coup, il va falloir que je réalise un plan avec tous les obstacles, comment sur son chemin pour aller au collège, les passages piétons, les feux, etc., pour lui mettre les points de vigilance et qu'il puisse repérer qu'il a, par exemple, 9 points de vigilance à avoir sur son trajet. C'est passionnant. Et donc, pour le coup, fabriquer des exercices, mettre en place une journée comme ça, c'est quelque chose qui prend plus de temps que le temps passé avec la personne ? Complètement. En fait, il faut que je prévoie, premièrement, donc ce fameux schéma, ce fameux plan avec tous les points critiques, en tout cas les points de vigilance à avoir. Il faut également que je prévoie un support avec un rappel du code piéton. Donc, on traverse au feu vert, au bonhomme vert. On fait attention au passage piéton, on fait attention au clignotant des voitures parce que ça paraît pas, mais c'est un élément important à rappeler, etc., etc. Donc, il va falloir aussi que je fasse un support un peu d'exercice de rappel de toutes ces règles-là. Et puis, il va aussi falloir que je travaille parce qu'on ne travaille pas le code piéton en tournant en rond dans une ville quand il n'y a pas d'objectif. Donc, l'objectif, ça va être d'acheter quelque chose à la boulangerie ou dans un commerce à proximité. Et donc, du coup, ça va être aussi de travailler la monnaie. Donc, il va falloir également que moi, j'anticipe tout ce support de préparation et d'apprentissage autour de la monnaie. Donc, il y a énormément de préparation pour une séance d'1 heure. Merci beaucoup, Amélie, pour ce partage. On va passer maintenant à une question forte également, puisque ça demande un gros investissement humain, j'entends. Quelles sont les compétences et qualités essentielles pour réussir dans ce domaine ? Et avec 20 ans d'expérience, je pense que ce que vous allez nous proposer semble, à mon avis, plus qu'essentiel. Alors oui, après, essentiel et qui pour moi me paraît aujourd'hui normal à tous les égards. Mais effectivement, c'est tout ce qui est qualité relationnelle. Donc avoir le sens de l'écoute. Et quand je parle écoute, c'est écoute active. Donc c'est d'être vraiment dans une vraie posture d'écoute, avoir un sens de l'observation, puisqu'il y a certains comportements de l'enfant qui sont ce que nous on appelle de la communication informelle ou de la communication non verbale, qui traduisent beaucoup de choses. Donc on doit aussi être très très sensible à tous ces signes-là, qui nous donnent des indications énormes. Donc ce sens de l'observation, c'est vraiment l'un des plus importants, en tout cas à avoir. Et puis après, tout ce qui va être aussi la création du lien avec l'enfant. On ne peut pas travailler avec un enfant s'il n'y a pas un minimum de lien de confiance qui s'instaure. Donc ça, c'est hyper important. Et puis d'avoir aussi une qualité relationnelle avec la famille et les partenaires, puisqu'on ne peut pas travailler sans eux. Moi, je me refuse en tous les cas de travailler sans la collaboration pleine et entière des familles. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui paraissent classiques, qui pour moi sont déjà la base du métier. Après, un peu de créativité, un peu d'imagination, parce qu'il y a des fois, on part très très loin dans nos idées de support, etc. Mais voilà, il faut avoir beaucoup de patience parce que un enfant, c'est comme un enfant ordinaire. Un enfant en situation de handicap peut mettre du temps à intégrer certaines notions, à comprendre certaines notions, puis surtout si pour eux ça ne leur fait pas sens, du coup, il va falloir qu'on retravaille les choses d'une autre manière pour qu'ils puissent s'approprier en fait ce qu'on leur a. Beaucoup de ces qualités nécessitent de les avoir quasiment naturellement. Tout ce que vous venez de nous dire n'est pas obligatoirement naturel chez chacun d'entre nous. Non, c'est aussi pour ça que pour moi c'est pas un métier que l'on choisit comme ça parce qu'on savait pas quoi faire d'autre. C'est vraiment un métier qu'on fait parce que on sent qu'on a déjà certaines compétences naturelles qui sont présentes et qu'on en a la force aussi parce que parfois ça peut être fatigant, ça peut être usant. On peut se sentir vite dépité par certaines situations parce qu'on ne sait plus par quel bout prendre les choses, etc. Donc voilà, il faut aussi avoir une certaine résilience, j'ai envie de dire, dans ce métier-là. Alors après avoir une certaine expérience, ce qui est votre cas Amélie, il y a des perspectives d'évolution et je crois que vous êtes en train de rentrer justement sur certaines évolutions et en particulier celle de la formation. Tout à fait. En complément du coup de ces accompagnements de terrain, puisque moi je suis encore très sensible et j'ai à cœur de rester proche du terrain et de continuer à accompagner ces enfants, je développe également toute une partie formation. Donc j'interviens beaucoup dans les écoles d'éducation
éducateur spécialisé, entre autres. J'accompagne les étudiants, par exemple, dans leur parcours professionnel, dans leur stage, etc. J'anime aussi des séquences de formation qui va être essentiellement basées sur le terrain, puisque ça, c'est mon cœur de métier, sur tout ce qui va être l'accompagnement éducatif, la notion de projet, etc. Et puis, depuis quelques mois maintenant, je guide aussi les candidats à la VAE. Alors, en l'occurrence, pour les diplômes éducateurs spécialisés, dans la rédaction de leur livret VAE, qui est quand même aussi très fastidieux. Donc du coup, vous vous présentez comme aujourd'hui une spécialiste dans ce domaine. On est venu vous chercher ou c'est vous qui avez cherché un moyen de faire évoluer votre activité ? Un peu des deux. C'est-à-dire que j'ai commencé dans une école de formation en tant que correctrice de copie, clairement, d'épreuves de certification. Et puis, comme il y avait des besoins, on est venu me dire, au fait, tu serais pas intéressé pour faire ça ? Tiens, on cherche quelqu'un, ça te dirait pas ? Donc voilà, c'est moi qui ai mis un pied dedans. Et depuis, en fait, on m'appelle régulièrement pour animer des séminaires, pour animer des temps de formation. Là, c'est pas forcément moi qui derrière réclame toujours un peu plus de temps d'accompagnement. C'est vraiment les situations qui se présentent à moi. Donc le principe de transmission est important pour vous, j'imagine, Amélie, maintenant avec cette expérience ? Alors oui, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu beaucoup de changements et de réformes liées au métier du social et que j'avais l'impression qu'on en perdait un petit peu le sens premier de ce métier, qui était l'accompagnement, qui était de faire au mieux pour les enfants et que notre priorité devait être les enfants et pas tout le reste à côté. Et du coup, je voyais un petit peu ce que j'accompagne également sur le terrain des stagiaires éduques et je me rendais compte un petit peu de glissement qu'il pouvait y avoir. Voilà, mon côté un peu rêveuse, je me suis dit, je vais pas changer le monde, mais en tout cas, j'ai envie de transmettre moi ma vision des choses, ma vision du métier, ma passion pour ce métier et d'essayer d'inculquer des bases correctes et saines aux étudiants pour que le jour où ils sont confrontés à certaines situations, qu'ils puissent les appréhender au mieux. Est-ce qu'il y a, Amélie, sur votre parcours, un moment marquant, une anecdote dans votre carrière dont vous pourriez nous faire part ? Je vais reprendre une anecdote rigolote que je garde aujourd'hui encore parce que ça m'a un peu fondée aussi sur ma façon de penser aujourd'hui et sur cette notion de liberté que je cherche à avoir même d'un point de vue personnel. C'est un adolescent autiste qui en fait ne percevait pas du tout le regard des autres et faisait vraiment ce qu'il avait envie de faire sur l'instant T. Et cet enfant, en l'occurrence, aimait les pigeons. Et quand il voyait un pigeon, il courait après le pigeon. Et il m'a fait ça en plein Paris. Sauf que les gens sur le trottoir l'ont regardé très bizarrement. Moi, j'ai éclaté de rire parce que j'avais pas du tout le même regard sur ce jeune homme. Et puis finalement, quelques temps après, j'en ai rediscuté avec la maman qui me dit « Ah non, mais vous vous rendez pas compte, il a quand même des comportements parfois qui peuvent questionner les autres, etc. » Et là, je lui ai dit « Écoutez, madame, je lui ai dit entre nous, qu'est-ce qui est le mieux ? Ceux qui jugent sans savoir et qui critiquent et qui dénigrent les personnes, ou alors votre fils qui fait ce qu'il a envie sans se poser la question du regard des autres. » Elle me fait « Ah oui, c'est vrai que vu comme ça, vous avez raison. » Mais je dis oui en fait, et c'est eux qui ont raison. Et en fait voilà, aujourd'hui, j'ai tendance à dire très régulièrement que je fais ce que je veux. Si j'ai envie de courir après un pigeon, je courrai après un pigeon. Très belle anecdote en tout cas, c'est très touchant. Merci beaucoup Amélie, nous arrivons déjà à la fin de notre podcast, ça va très très vite. Est-ce qu'il y a dans votre entourage quelqu'un que vous aimeriez mettre en avant ? Puisqu'aujourd'hui, je valide votre statut de maillon dans la chaîne des métiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez mettre en avant ? Alors oui, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, grâce à ma nièce, Eva, le métier d'orthopédagogue. D'accord. Voilà, c'est un métier dans lequel elle va prochainement se lancer. Et je pense que ce métier est encore trop peu connu et que ça mériterait d'être évoqué de façon un peu plus large. Orthopédagogue. Voilà. On attend les coordonnées de votre nièce et on prendra évidemment contact avec elle pour qu'elle rejoigne cette chaîne des métiers. Merci beaucoup Amélie pour le temps passé avec nous. Merci à vous. Et vous qui nous écoutez, n'oubliez pas, la chaîne des métiers, c'est des dizaines de podcasts à écouter pour découvrir des métiers à chaque fois bien différents et d'une façon toujours très forte puisqu'il s'agit de professionnels qui partagent avec vous leur expérience et si vous avez envie de nous rejoindre, vous le savez, vous êtes évidemment les bienvenus. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander.
Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. L'AFAGE, c'est vous.